Midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles, bonjour Anne Roumanoff. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. On a fait une petite entorse aux médias, mais vous êtes une femme de médias, vous avez longtemps vu chez Michel Drucker. Il y a même, vous l'avez entendu la semaine dernière, Gérard Larcher qui a fait référence à vous. Ah non? Il a dit, il a dit un humoriste, on ne nous a pas tout dit sur le budget. Donc je me suis dit que c'est devenu culte, on ne nous dit pas tout. Et donc on est ravis de vous recevoir. Votre spectacle tourne partout en France. Vous affichez quasiment complet l'expérience de la ville, plus de 150 dates. Et vous avez aussi fait complet à l'Européen, à l'Apollo, à Bobigny, à Bobino, Bobigny peut-être aussi, à l'Olympia. Et là vous êtes reparti pour une centaine de dates. Et vous ferez escale au Casino de Paris les 30, 31 et 1er novembre. C'est la semaine prochaine. Il reste des places. Dépêchez-vous. Moi j'ai vu le spectacle. C'est à mourir de rire. Vraiment, ça va, vous tenez le choc? Parce qu'une tournée, c'est pas évident. Non, mais moi j'aime bien être sur scène en fait. Au moment du Covid, la scène m'avait pas manqué parce que j'étais à la radio tous les jours et j'avais créé une association, donc j'étais hyper occupée et j'étais pas comme les artistes, je me sentais pas en manque de scène, donc à un moment je me suis dit peut-être que j'aime plus ça en fait. Ouais. Et quand je suis remontée sur scène en août 2020 après 6 mois d'arrêt, j'ai fait Vous êtes vraiment dit ça? Peut-être que j'aime plus ça? Ouais. Parce que je sentais ça vous manquait pas vraiment? Non, je ne sentais pas de manque viscéral. Après, j'étais à la radio tous les jours, donc c'était pas pareil. Oui, c'était pas pareil, vous aviez le contact. Mais quand même, et quand je suis montée sur scène en août 2020, j'ai vraiment eu la réponse, quoi. Tout d'un coup, quand je suis sur scène, je trouve, je sais pas, il y a un truc qui se passe qui me dépasse en fait. Bah oui, il y a une vraie interaction avec le public. Des fois je suis déprimée, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, j'en ai marre, et je suis fatiguée. Et en fait, dès que je mets un pied sur scène, il y a tout s'aligne en fait. C'est une parenthèse en fait. Oui, mais même pour moi, pour le public aussi. Mais pour moi. Moi, je suis mieux en fait après. Un peu comme Johnny, hein. Je vous compare à Johnny. Je bois moins d'alcool. Oui, on disait que Johnny parfois il était rétamé par terre. On se disait il va pas pouvoir faire son spectacle. Il ouvrait un œil, il se levait, il partait sur scène. Ouais, mais il y a un miracle. Non, il y a quelque chose qui peut nous échapper, mais tant mieux. Hein. Tant mieux. Oui. En tout cas, vous êtes sur scène, il reste des places. Si vous n'avez pas vu Anne Roumanoff, il reste des places, pas partout. Hein. Non, mais allez voir Anne Roumanoff parce que c'est vraiment, vous allez vous retrouver l'expérience de la vie. Je crois qu'il y en a pour tout le monde, hein. Pour les woke, pour les ados, pour le couple. Je parle un peu de mon expérience, mais c'est pas le but de raconter ma vie sur scène. C'est plein de points de vue différents en fait sur le monde actuel et plein de clés en fait. Donc il y a une femme qui fait que du développement personnel, qui lit tous les livres, qui essaie toutes les méthodes. Ça marche pas. Il y a une coach qui explique au couple comment rester ensemble, enfin comment vibrer. Ça marche pas tellement non plus. Il y a une femme qui est une bouchère et sa fille est woke et son mari est pas déconstruit. Elle essaye d'être woke comme sa fille, mais elle se fait engueuler parce qu'elle comprend rien. Il y a plein de choses. On va en reparler avec vous. Vous avez le temps de regarder la télé un peu ou pas? Bien sûr. Ouais, vous êtes une enfant de la télé? Je sais pas si je suis une enfant de la télé, mais c'est surtout en tournée en fait. Quand il y a la télé, oui, je regarde. Vous étiez du genre à regarder la chance aux chansons les après-midi. C'est souvent ce que font certains animateurs de football ou autres. On regarde ce qu'il y a. Non, je regarde. C'est vrai que quand on est en tournée, souvent j'allume la télé quand j'arrive à l'hôtel vers vers 2h, 3h l'après-midi. Je peux regarder justement des programmes que ne regardent pas les gens normalement, et je regarde aussi tard la nuit en sortant du spectacle. Ouais. Alors Gilles regarde lui la télévision et c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Oui, moi aussi j'ai une vie de solitude. Une semaine après l'épisode de Sévenol, la panique a fait place à la désolation. On constate les dégâts, on tente de récupérer tout ce que l'on peut. Mais ceux qui ont été aussi touchés, ce sont les agriculteurs. Ils se sont retrouvés les pieds dans l'eau et ça n'a aucun lien avec les vacances de la Toussaint. Des hectares de pommiers complètement immergés. Christophe Guiguet se retrouve désemparé devant l'ampleur des dégâts. L'eau a presque tout envahi. On a des vergers un peu plus hauts qui n'ont pas été récoltés encore et qui ont trempé à la même hauteur. Et tout ce qui a été trempé est perdu, quoi. On a subi plusieurs aléas climatiques depuis quelques années et ça commence à faire beaucoup. On est un peu démoralisé. Ces terres sont situées non loin de la rivière Ardèche. La pluie est tombée dans le nord du département, mais la crue soudaine a rapidement inondé ces terrains. À quelques kilomètres de là, ce vigneron constate aussi les dégâts. La rivière Chassezac, principal affluent de l'Ardèche, est sortie de son lit. La force du courant a tout fait plier. Là, il y a beaucoup de paille, des herbes, du bois, et ça fait barrage, et puis ça couche la vigne, voilà. Et oui, les vignes ont été très très atteints par cet épisode Sévenol. Et la semaine prochaine, il va y avoir un autre épisode
Sévenol. Oui, ça m'ennuie prodigieusement, j'ai honte de le dire, mais les infos en boucle sur les intempéries, je trouve ça... Mais il y a des gens qui non, mais je trouve ça dramatique, je suis d'accord, je suis absolument d'accord, mais je trouve que les journaux sont remplis de ça et c'est effectivement terrible, terrible. Anne, je vais vous parler de ces femmes qu'on ne voit pas dans les journaux, qui se lèvent tôt, se couchent tard, les infirmières. Sont psychologues, travailleuses sociales, infirmières, 3 métiers pour un seul salaire, ça vous parle? Oui, c'était une chronique que j'ai faite sur les infirmières. Ouais. C'est votre texte. Vous avez fait plus de 3 millions de vues avec ce texte. C'est signé donc Anne Roumanoff. Nous sommes en 2016 quand vous écrivez ce texte. 6 ans plus tard, non seulement les infirmières n'ont pas eu leur salaire vraiment augmenté, mais surtout aujourd'hui, ils ont un gros souci, c'est qu'ils se font frapper. Reportage édifiant dans le 20h de TF1. Une nuit ordinaire aux urgences d'Avignon. Cet infirmier a repris sa garde comme si rien n'était. Pourtant, Hugo a été menacé de mort à peine 2 heures plus tôt. Un patient qui voulait pas rester, qui nous a dit qu'il nous retrouverait, qu'il utiliserait des armes, des choses comme ça. Première rencontre avec le patient dans cette salle de consultation. Un tête-à-tête dans un espace exigu. On s'est battu là. On était 2 avec le médecin. Un coup de tête, coup de boule. Le patient nous disait plante-le, plante-le. Donc, moi, j'ai pas fait ce métier-là pour ça, quoi. Depuis, toujours la porte ouverte pour ne pas rester seul avec le patient. Budget sécurité de l'hôpital, 1 million d'euros. Autant d'argent qui ne sera pas utilisé pour de nouveaux appareils médicaux. Des caméras dans les couloirs, des badges pour éviter les intrusions et des agents de sécurité jusque dans les salles de consultation. Parfois même des policiers. Notre métier, ça ne va pas être de travailler avec un personnel de sécurité collé à nous. Lui vit désormais avec cette cicatrice, une morsure de patiente. Vous en pensez quoi, vous qui êtes si proche et si engagé auprès des infirmiers et des infirmières? C'est reflet de la violence qui monte dans la société. Mais après, moi j'ai créé une association depuis 2020 où on équipe des salles de repos de soignants. Donc voilà, c'est une petite goutte d'eau dans les sommes. On a équipé 3000 salles de repos de soignants dans toute la France, rééquipées en fait. C'est-à-dire qu'on leur achète des tables, des chaises, des cafetières, selon leurs besoins, et de la vaisselle parfois, de la décoration. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de budget dédié dans les hôpitaux pour améliorer les salles de repos des soignants. Et souvent, quand les hôpitaux reçoivent de l'argent, en fait, ils achètent des scanners, ils améliorent l'accueil, ce qui est normal. Hein. Mais les salles de repos de soignants, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Et souvent, on nous a raconté des histoires terribles, quoi, que les soignants, je sais pas, des fois, ils trouvent des fauteuils dans la rue, quand même. On parle d'un hôpital, et il y a des fois des chirurgiens qui amènent des cafetières de chez eux. Et des fois, quand ils achètent eux, alors c'est pas partout, hein, bien sûr, mais quand ils achètent eux une cafetière, donc ils vont prendre la moins chère parce que c'est sur leur salaire. On met des fois 2 mois à les rembourser, quoi. Et parfois, ils repeignent même leurs bureaux et leurs locaux eux-mêmes. Mais on s'est aperçu avec mon association Solidarité avec les soignants, c'est qu'en fait, il faut pas tellement d'argent que ça pour améliorer. Maintenant, les prix ont augmenté, mais disons que pour 800 à 1000 euros, on peut vraiment changer la physionomie d'une salle de repos juste en ayant, je sais pas, des chaises de couleur, un peu de vaisselle, on se cale selon les demandes des soignants. Donc c'est eux qui nous font des demandes, après on les évalue et après on achète, on cherche les financements et après Mais vous organisez régulièrement des ventes aux enchères où des artistes donnent avec sur Draw Digital, on a une qui nous aide et on récolte pas mal d'argent. Oui, parce que vous misez, vous placez 10 euros sur un voyage, un sac Chanel, je sais pas, des tas d'objets. Et vous pouvez remporter, et c'est vrai que ça fonctionne plutôt très bien. On travaille aussi avec les conseils régionaux qui nous aident beaucoup, comme le conseil régional d'Île-de-France ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou tout ça. Alors on continue. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à la première édition du TGV Edoui Comedy Club. On ne peut pas comparer l'Olympia et un bar de train. Non, c'est des sensations totalement différentes. Ce qui est intéressant, c'est le challenge. C'est un comedy club tout à fait normal, à 2 exceptions près. C'est qu'on est à 300 km/h et que de temps en temps, pendant le spectacle, vous pouvez faire « Oh, une vache !» J'ai joué en prison, j'ai joué dans des battles de hip-hop, j'ai joué dans des laveries automatiques. Donc le bar TGV ne m'a pas fait peur plus que ça. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi les humoristes viennent jouer dans un TGV ? Tout simplement parce qu'on a remarqué que les contrôleurs, les chefs de bord faisaient de
plus en plus de blagues et on a très envie de rétablir l'ordre un petit peu. C'est bien aussi de se confronter à des endroits un petit peu atypiques, on va dire. T'es face à l'efficacité de ton texte, quoi. Si c'est drôle, c'est drôle. Alors, on a eu un petit problème technique pour vous dire que peut-être un jour vous serez dans une voiture bar, Anne Roumanoff. J'ai choisi ce son pour vous. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la SNCF qui se lance dans le stand-up et la comedy club. Alors, c'est dans les voitures bars. Alors ça, c'est un essai dans le TGV Nuit. Et qui vous avez entendu pour ce galop d'essai, c'est Baptiste Le Caplin qui a été interviewé dans C'est à vous. Est-ce qu'un jour vous serez au bar? J'ai vu ce reportage dans C'est à vous. Je l'ai vu. J'aime beaucoup Baptiste Le Caplin. Il est très courageux. Non, moi je fais pas ça. Vraiment. Ouais. Je trouve que pour moi c'est une fausse bonne idée, vraiment. Mais oui, vous avez vu. Parce que c'est des gens, déjà des gens qui payent pas. Ouais. Qui n'ont rien demandé. Qui n'ont rien demandé. Donc l'humour, en fait, il y a une différence entre le public gratuit et payant. Payant, il y a une demande, il y a une envie. Donc voilà. Et puis alors, puisque vous avez vu les images, il y a du bruit en fait. C'est à vous, mais oui. Et puis ils sont tous avec leur portable, hein. Et donc vous voyez pas grand-chose. Ils sont tous tassés. Et il a complètement raison, c'est que de plus en plus on a des contrôleurs qui font des blagues. Oui, c'est assez drôle. L'autre fois j'en ai rencontré un, il faisait carrément, il imitait un canard, il disait comme ça. Et voilà, il faut peut-être. Il y en a plein qui sont très drôles. Donc je trouve que il faudrait plus les aider à développer l'humour des contrôleurs. Non, mais même ils font de plus en plus de blagues dans les bonjour machin, le voiture bar et il rajoute une blague et ça je trouve ça sympa. Non, je trouve qu'il me semble qu'il y a des urgences, comme quelqu'un a dit, faire des wagons pour les enfants par exemple. Oui, ça ce serait bien plus intéressant. Il a rejoint le cimetière de nos héros d'enfance, le vétérinaire Michel Klein, complice de Dorothée dans le club Dorothée. Il est mort à 103 ans. Bon, alors j'ai fait un petit calcul, ça fait 721 ans en chien. Donc, pour lui qui aimait les animaux, chaque mercredi, il présentait l'émission Terre, attention, danger. Je vous ai mis le générique, Valérie. Il y a un petit bout de Michel Klein. Regardez ça, si c'est beau. Mais c'est un vrai loup, vous voyez la différence. Ne croyez pas que c'est un chien. Hein. Oui, c'est pour ça que nous sommes un petit peu loin d'ailleurs. À bientôt. Vous étiez Club Dorothée ou pas? Pas trop, mais moi j'ai longtemps vécu sans télé. Mes parents étaient un peu genre anti-télé. Donc voilà, j'ai lu la télé très tard en fait. Vous parliez de quoi avec vos copines? Ah bah j'étais embêtée. T'as vu ça et moi j'étais... Allez, on se retrouve dans un instant avec Anne Roumanoff, notre invitée aujourd'hui. On va parler de son spectacle, entre autres l'expérience de la vie. Elle sera au Casino de Paris les 30, 31 et 1er octobre et 1er novembre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Anne Roumanoff. On est ravis de la recevoir ce matin. Vous avez fait les grandes heures de Michel Drucker. Vous avez été à la radio. Donc vous êtes une femme de médias. Ça, c'est pour justifier l'invitation dans l'émission Média. Il y a eu plein de choses. Il y a eu le jeu de TF1 il y a 15 jours avec Arthur. 10 sur 10. Et là, on se dit pas, quand on fait 10 sur 10, j'espère que je vais... Parce que vous aimez gagner quand même. Hein. Oui, je suis mauvaise joueuse. Oui, c'est vrai. Oui. Ça vous plaît de participer à des jeux télé comme ça? C'est rigolo. Il n'y a pas vraiment d'émissions maintenant. Dès que Franck Sora a disparu, il n'y a plus tellement d'émissions. J'aimais bien, moi, l'idée de faire des sketchs en public dans des grandes salles, être filmé par la télé. C'était un super concept. Ça a disparu. C'est un peu dommage, je trouve. Ouais, c'est dommage. Mais on peut vous voir sur scène, l'expérience de la vie. Vous êtes en tournée et puis on va vous retrouver au Casino de Paris, je le disais tout à l'heure, 30-31 octobre, 1er novembre. Gilles va venir. Il reste. Il faut y aller parce que franchement, il fait pas beau. Les impôts vont augmenter. Vous êtes déprimé. Je peux vous assurer que vous allez rire, mais rire aux larmes. Moi, j'ai vu votre spectacle. J'ai passé un moment formidable. Et c'est vrai, vous êtes trop modeste pour le dire, mais c'est standing ovation à chaque fois. Parce que vous parlez aux gens, vous leur parlez de leur vie. En fait, c'est ça votre spectacle aussi. Oui, je pense que c'est ce que les gens apprécient. Je leur parle de l'époque et je dis des choses et je suis pas dans le conflit. En fait, je suis quelqu'un d'empathique, mais il y a des choses qui m'énervent. Au début de chaque sketch, la création, c'est toujours souvent une situation où des gens qui m'ont énervé. Mais quand je fais le sketch, finalement, j'arrive à comprendre les gens et je les fais comprendre. Oui, c'est ça. Vous arrivez à les faire.
C'est ça. À essayer de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Pourquoi ils sont comme ça, et du coup, il n'y a pas de haine, il y a plutôt, c'est quelque chose il y a quelqu'un qui écrit que c'est un spectacle qui rassemble, et je pense que c'est ça, et c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Parce qu'on vit une époque où il y a tellement de divisions, et j'arrive même à parler, c'est une prouesse dans ce spectacle, du conflit israélo-palestinien, dans le sketch du Wok, à l'occasion d'un repas de famille où il y a un mec d'origine libanaise et une fille juive, et finalement c'est le bouddhiste tibétain qui pète les plombs, et tout ça fait qu'on peut évoquer les choses. Après, c'est la manière d'en parler. Alors, par exemple, sur ce sketch-là, vous faites comment? Il faut venir voir. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je parle du processus de création. Alors là, vous êtes nu dans votre chambre avec votre ordinateur. Pourquoi nu? Non, je sais pas, dans la nuit. Non, mais ça peut vous venir dans la nuit, vous vous levez, vous tapez, vous vous asseyez, vous mettez un café. Comment on se dit, tiens, je vais écrire sur ce sujet-là? C'est un moment, il y a une nécessité, il y a le moment de la création du spectacle, je prends des notes, c'est des notes écrites, après j'ai un metteur en scène, Gilles Galliot, je lui montre, après on teste en public. Et en l'occurrence, ce passage-là dans ce sketch du Wok, qui est, je pense, un des moments les plus forts du spectacle, vraiment, où c'est quelque chose qui est né pas mal d'improvisation sur scène, où tout d'un coup, je suis partie, il y avait une histoire c'est un repas où il y en a un qui mange sans gluten, sans lactose, cachère, halal, sans sel, sans gras, et la femme dit, mais je sais pas quoi faire à manger, et l'autre, elle dit, demande à ChatGPT, et donc elle a une recette, et il y a un gâteau qui ne lève pas parce qu'il y a de la levure bio, et après la levure bio, tout ça, c'est un peu né, au fur et à mesure, et je me cale sur les réactions du public. C'était pas écrit comme ça, pour le coup, c'est un spectacle très écrit, très travaillé, mais il y a aussi, et c'est ça qui est intéressant, parfois des trouvailles, et là, tout d'un coup, ce passage du gâteau qui gonfle à l'intérieur de l'estomac et a pris des proportions, voilà. Et alors, est-ce que vous êtes comme Michel Sardou, vous détestez cette époque? Pas du tout. Moi, j'adore l'époque, peut-être pas, mais ça me fascine les transformations de l'époque. Je trouve que l'attitude de dire, et je le dis d'ailleurs dès le début du spectacle, de dire c'était mieux avant, ça donne rien. La femme, elle le dit à son mari. Je dis, Jean-Claude, quand t'as dit ça, t'as dit quoi? T'es un vieux con, c'est tout. Non, je trouve que l'époque, elle est ce qu'elle est. Après, il y a des choses formidables, des choses toutes sortes de choses, mais on est dans une période finalement aussi de mutation qui est passionnante à observer. Il y a des courants, il y a des idées, de nouvelles manières de faire, un peu désespérant aussi sur le wokisme. Il y a toutes sortes de choses, mais je veux dire, le fait d'être dans le dire c'est bien, c'est pas bien, ça apporte rien en fait. C'est comme ça. Il faut réfléchir, et c'est ce que fait votre spectacle. Faut donner, j'essaye modestement de prendre un peu de recul par rapport à ça et d'aider les gens finalement à accepter et survivre dans cette époque. Vendredi, Valérie, je vous parlais des comptines qui étaient revisitées par l'association PETA, qui est une association animaliste qui ne veut plus évidemment qu'on mette un escargot tout chaud dans l'huile parce qu'on tue un escargot. Où il y avait également le cochon pendu. C'est la souris verte qu'on met dans l'huile. Oui, mais il devient un escargot. Oui. Tout chaud, vous aurez un escargot tout chaud. Il y avait, je connais quand même mes bases. Dans ma culotte, 3 petites crottes, je sais plus c'est quoi ça. Oui, et puis il y avait le cochon pendu, vous imaginez, pour le puis alors, la Belle et la Bête nous disent, non, la Belle et le Clochard, où il faut des pâtes sans gluten. Oui, quand ils Donc votre spectacle, finalement, il est bien en dessous de ce que disait. Et vous parlez de ça indirectement dans un sketch où vous revisitez, non pas une comptine, mais le Petit Chaperon Rouge. Extrait. Chaperon Rouge vivait avec sa maman monoparentale à la lisière d'une grande forêt. Un choix écologique de sa maman pour réduire son empreinte carbone. Un jour, sa maman l'envoya visiter sa grand-mère qui vivait dans une résidence autogérée. Elle lui demanda de lui apporter une galette et non, pas un petit pot de beurre. La grand-mère est végane et allergique aux produits laitiers. En plus, elle a du cholestérol. Non. Une galette, un substitut de gras végétal. Chemin faisant, Chaperon Rouge rencontra un loup. Alors, vous imaginez bien que le loup, ici, c'est vraiment l'incarnation du prédateur sexuel masculin, obsédé par la pénétration. D'ailleurs, le loup est poilu, il est velu, la forêt est touffue. La forêt, c'est un peu le vagin, parce qu'à l'époque, on ne s'épilait pas. Moi, je suis pas sûr que les fistes viennent voir votre spectacle. Pourquoi? Non, il y a toutes sortes de gens qui viennent. C'est vrai? Ouais. Vous vous intéressez à savoir quel
tendances viennent vous voir ou ils viennent tous? Franchement, non. Et je suis pas ancrée. Enfin, je pense pas. Politiquement, non. Non, j'essaye de. Je sais pas, je dis ce que je ressens en fait, donc voilà, après... Ça peut faire rire tout le monde, effectivement, parce que vous êtes aussi dans la caricature, dans l'excès, dans la caricature, pas toujours... non, je sais pas, c'est des remarques, c'est des points de vue, et oui, je pense pas... Ouais, c'est assez large comme public. Alors, Stéphane demande quels ont été vos modèles et qui est-ce qui a été le déclencheur en humour, des proches, Coluche ou d'autres? Le premier déclencheur, ça a été clairement Sylvie Joly, que j'ai entendu à la radio quand j'avais 12 ans. C'était un peu comme Jeanne d'Arc qui entend des voix. J'étais à ma table, c'était en Normandie, et je suis restée saisie en fait quand je l'ai entendue. Et ce qui m'a fascinée, c'est qu'elle passait d'une classe sociale à l'autre. Ce fameux sketch du cinéma où elle faisait 6-7 femmes de tous les âges, de tous les milieux sociaux qui parlaient du même sujet. J'ai trouvé ça incroyable. Et ça m'a énormément inspirée. J'ai fait beaucoup de... Même à un moment, elle m'a reproché, parce que snob au début, quand j'avais 22 ans, j'en ai 59, quand j'avais 22 ans, oui, vous avez regardé ma fiche sur Wikipédia. Mais si, je l'ai là, mais vous êtes né le 25 septembre 1965. Ça fait 59 ans. Oui, que j'ai votre fiche. Je fais moins, je fais 48. Non, vous faites, largement moins. Ouais, largement même, incroyable. Incroyable. Parce que je bois pas, je fume pas. Et vous faites du sport? Un peu. J'ai un coach. Régimes absolument. Je fais des régimes depuis 40 ans. C'est ça. Je grossis, je maigris, je grossis. Voilà. Mais donc, je sais plus, on est. Je suis tellement surpris de votre âge, en fait. Oui, parce qu'en fait, on a été accompagnés par vous. Moi, il y a plein de gens qui sont toujours restés à la classe, à la robe rouge. Non, mais c'est vrai, et qu'on n'a pas l'impression que c'est aussi loin. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends très bien, parce que moi-même, quand je vois que ça fait 37 ans que je fais ça, je suis super étonnée. Incroyable. Et surtout, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de lassitude, en fait. Au contraire, j'ai plus de plaisir maintenant qu'avant, parce que j'ai plus de liberté et je me rends plus compte maintenant de la chance que c'est de pouvoir faire ça, que les gens viennent, et d'avoir finalement cette liberté absolue sur scène, parce que j'ai la contrainte de faire rire les gens, mais à partir de là, je peux raconter ce que je veux quand même. Et ça, si tout d'un coup il y a un passage qui me saoule, je l'enlève, je suis libre, je suis mon propre metteur. Enfin, j'ai un metteur en scène, Gilles Galliot, qui est formidable et qui je m'entends très bien, mais je peux tout d'un coup, je dis cette phrase, je l'aime plus, je l'enlève, ça va moins. Enfin, donc il y a quand même un processus de création permanent que je trouve passionnant, quoi. Et puis il y a le Radio Bistrot qui reste à la fin du spectacle. On se retrouve dans un instant avec vous, Anne Roumanoff. On va continuer de parler de votre spectacle. On peut vous voir un petit peu partout en France, même si beaucoup de dates sont complètes. Il reste des places à Paris, au Casino de Paris, pour la semaine prochaine, 30-31 octobre et 1er novembre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Anne Roumanoff. Allez voir Anne Roumanoff. C'est vraiment, si je pouvais, je vous dirais garanti ou remboursé. Mais vous ne pouvez pas ne pas rire à ce spectacle, l'expérience de la vie. Encore une fois, vous êtes reparti depuis le mois de septembre en tournée avec une centaine de dates. Donc vous passez certainement dans le sud-ouest aussi, où on a beaucoup d'auditeurs. J'imagine que vous n'avez pas toutes les dates. Oui, à Toulouse, je pense, à Bordeaux, à Lille. Lille, c'est pas le sud-ouest. Non, pas Lille, c'est pas le sud-ouest. Bravo la géographie. Et puis à Paris, Casino de Paris, 30-31 octobre et 1er novembre. Effectivement, vous avez longtemps été aux côtés de Michel Drucker. Vous avez toujours des contacts avec lui? Bien sûr. Ouais. Il va bien? Il va bien, oui. Ouais. Et donc, je disais, il y a toujours le Radio Bistrot. Oui, parce que c'est vraiment dans l'actualité. Oui, c'est vraiment, ça clôture le spectacle. Je fais 15-20 minutes sur l'actualité récente. Alors, évidemment, il y a une base, et à partir de là, j'improvise aussi en fonction de ce qui se passe, et je teste, et si ça marche, je garde, et voilà, et c'est vraiment, en plus, vous suivez cette actualité, Gilles. Moi, j'ai été surpris en lisant votre dossier de presse. Vous avez des tournées francophones à Los Angeles, Miami, San Francisco, Tahiti, Barcelone, enfin un nombre de pays, Londres, assez. Alors évidemment, les autres pays, Montréal, Québec, je décide pas parce qu'on sait qu'ils sont francophones, mais j'étais très surpris de ça. Qu'est-ce que ça fait de jouer à New York ? C'est la frime. C'est-à-dire, vous faites 100 dates en France, tout le monde s'en fout, et vous allez jouer dans un petit bout à New York, tout le monde va dire « Oh là là, mais tu joues à New York, comment t'as fait ?» Il se trouve que j'ai Franck Bondry, qui est là-bas, qui est à Miami, organise des tournées, et puis c'est rigolo d'aller rencontrer des Français. Je joue en français, évidemment, je ne vais pas jouer en anglais.
Et c'est quoi? C'est des Français qui viennent vous voir? C'est des Français, bien sûr. Et c'est... Bon, ouais, d'abord, c'est sympa, ça change. Voilà, j'ai aussi été au Portugal, en français, je précise. Ouais. Mais non, mais j'aime bien, je suis très friande de ça. Donc en général, quand on me propose, j'adore faire ça. Ça fait un côté international. Voilà, glamour. Ouais, vous travaillez déjà à un prochain spectacle ou pas? Comment ça se passe? Ou quand on fait une tournée, on est vraiment concentré, ou vous prenez déjà des notes sur des choses qui vous interpellent? Non, c'est plus à un moment où je me dis, il faut que je fasse un nouveau spectacle. Et là, j'ai ma conscience qui me réveille. C'est-à-dire que quand je n'ai pas travaillé et pas écrit, je me réveille en pleine nuit en pensant au spectacle. Donc je sais qu'il faut que j'écrive et que je bosse, sinon le lendemain matin, je vais me réveiller en pleine nuit. Donc ouais, c'est plus ça. C'est un moment, tout d'un coup, il faut fournir. Mais là, oui, je réfléchis. Et puis je fais évoluer le spectacle. C'est vraiment, là, par exemple, ça a l'air idiot, mais j'ai changé l'ordre. Il est mieux maintenant. Là, il y avait un personnage qui avait une voix. J'ai changé la voix depuis 3 jours et je suis contente. Quand même, et c'est ça, je pense que le public apprécie, c'est que je suis en processus de création permanent et j'essaye de ce fait de livrer au public de la nourriture fraîche. C'est-à-dire que parfois il peut y avoir un sketch qui fait rire énormément, mais moi le sketch il me saule et donc, je le vire et tant pis. Je préfère mieux faire quelque chose qui est plus en construction mais qui me fait vibrer en fait. Et c'est ce qui fait la différence entre un artiste qui va faire de la conserve sur scène en faisant des vieux trucs sans plaisir. Et moi, j'essaie vraiment de ni faire du surgelé ni de la conserve, mais du frais. Oui, on sent que c'est vraiment dans l'actualité. Oui. Moi, quand je vous ai vu, ça correspondait exactement à l'ère du temps, à l'actualité du moment. Mais d'un autre côté, on a moins de sketchs entre guillemets cultes, puisque ce qui reste parfois, c'est des sketchs parce qu'ils sont hors de l'air du temps. Non, mais tout n'est pas sur l'actualité. Non, bien sûr. C'est les 20 minutes qui clôturent le spectacle, mais le reste, bien sûr. Le reste, oui, que ce soit les contes, le petit chaperon rouge, il y a le couple aussi qui s'engueule. Enfin, il y a plein de choses. La radio vous manque? Vous avez aimé? Je sais que vous avez été triste quand ça s'est arrêté. C'est jamais agréable de se faire virer, mais surtout d'une émission qui marche. Mais en fait, non, clairement non, parce que j'ai été très contente de faire de la radio pendant le confinement, vraiment, d'être en quotidien. Après, je trouve que le rythme quotidien, il est vraiment... c'est un truc, enfin vous le savez, mais c'est comme une roue, c'est-à-dire on termine et il faut recommencer le lendemain et voilà. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire de refaire du quotidien parce que ça prend trop, ça aspire presque trop la créativité pour le coup, je trouve. Oui, mais vous aviez une bande et un invité, ça change aussi. Nous, les émissions sont jamais les mêmes. Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est recevoir des gens et quand on est derrière un micro, les gens sont obligés de vous répondre, donc on peut poser n'importe quelle question. Et ça, j'adore. Mais je continue dans la vie parce que je pose toujours des questions aux gens et les gens me racontent leur vie. Alors je ne sais pas si c'est pour les sketchs ou si j'ai une curiosité de l'être humain, mais j'adore les détails de la vie des gens et on va loin du journalisme dans ce que vous faites. Nous, ça fait 8 ans avec Valérie et les émissions sont jamais les mêmes parce que l'invité n'est jamais pareil. Bien sûr. Donc parfois ils sont pareils, mais on change. Parce qu'en 8 ans, il y en a qui sont revenus. Oui, il y en a qui sont revenus, mais ça c'est parce que c'est nos chouchous, on les aime bien. Anne Romanoff, c'est la deuxième fois. Vous en êtes où du cinéma? Alors j'ai un projet de film depuis un certain temps qui est normalement en train de redémarrer et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans c'est quoi, c'est une adaptation? Qu'est-ce qu'on va faire de toi, maman? Oui, c'est l'histoire d'une femme de 50 ans qui divorce et c'est sa vie pendant 1 an et c'est un film sur les nouvelles femmes de 50 ans et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, à raconter. Bien sûr. Et sur la charge mentale des femmes et qu'est-ce que c'est une femme quand ses enfants sont grands et quelle est sa vie amoureuse et qu'elle doit tout recommencer à 50 ans, comment ça se passe, et je pense que ça peut intéresser des gens. Tout le monde me dit que le scénario est très bien écrit, donc maintenant il manque juste un peu d'argent pour arriver à le faire. Et les producteurs sont frileux sur le sujet? Non, pas les producteurs. Plus, on m'a envoyé sur ce film des choses que j'aurais pas cru, c'est-à-dire qu'il y a eu des femmes qui ont dit mais on peut pas, ça donne une trop mauvaise image des femmes, donc je vois pas. Mais non. Et on m'a dit aussi des mecs m'ont dit mais les hommes s'en prennent plein dans la gueule dans ton film, et j'ai pas l'impression que ce soit ni l'un ni l'autre. J'ai pas l'impression d'avoir écrit un truc spécialement subversif. Pour moi, c'est juste une description des relations amoureuses en 2024. Quoi. Vous êtes sur Mythique? Non. Vous êtes sur aucune appli? Non. Même avec un autre pseudo? Non. Vous n'avez jamais essayé? Non. Puisque vous parlez des rencontres ou autres. Mettez-vous sur une appli, je pense que vous ferez au moins 5 sketchs. Mais j'ai ce qu'il me faut, je remarque. Non, mais... Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. De quoi je me mêle? Non, mais c'est parce qu'on parlait des femmes de 50 ans, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes de 50 ans vont sur les applis, elles sont tentées aussi de mettre des filtres. Alors évidemment, quand vous les rencontrez dans la vraie vie, c'est plus du tout ce que vous avez vu en image. Il n'y a pas que les gens de 50 ans qui mettent des filtres, les gens de 20 ans aussi. Oui, c'est vrai, les gens de 20 ans aussi. Mais donc voilà, c'est moi, ce qui était intéressant dans cette émission, c'est que j'ai regardé plein de sketchs
sketchs d'Anne Roumanoff. Et en fait, j'ai vu toute l'évolution de la société à travers vos sketchs sur YouTube. Ce week-end, j'ai regardé vos sketchs et je voyais plein de choses, comme évidemment la chirurgie esthétique avec le masque que vous aviez, mais également on voit toute l'évolution des mœurs. Je trouve ça intéressant dans tout ce que vous avez fait. Mais je pense qu'il y a une dimension sociologique, et j'ai mon vrai grand-père. C'est un peu compliqué l'histoire de ma famille, mais je descends d'un grand-père qui était un grand sociologue, et je pense que voilà, il y a peut-être des choses qui sont passées par rapport à ça. Et c'est ça qui est assez étonnant quand on regarde vos sketchs. Il y a des sketchs que vous ne voulez plus jouer ou qui sont plus... Il y a des fois des sketchs qui me tombent des mains. Il y en a que j'oublie, il y en a que je joue pas longtemps, d'autres plus longtemps. L'autre fois, j'ai revu un truc, je me dis, oh, c'est pas mal ça. Je sais pas. J'ai créé pas mal de sketchs en fait quand on regarde. Mais vous ne referiez plus jamais Bernadette? Je sais pas. Ah bon? Je m'interdis rien. Bernadette 2024, ça serait drôle. En fait, au départ, la fille qui faisait le sketch du développement personnel, elle avait cette voix d'accent du midi. Et là, justement, je viens de la changer parce que ça vous fatigue? Ouais, j'ai l'impression de faire un vieux truc. Donc là, elle parle comme ça maintenant. Alors, Sabrina, elle nous dit, j'ai ravi d'entendre Anne, dont j'ai vu le spectacle à Arras. J'ai adoré et beaucoup ri. Bravo Anne. Effectivement, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup ri. Il y a des gens d'Arras qui vous écoutent. Voilà, absolument, parce qu'il y a le DAB, on a de plus en plus d'émetteurs. En ce moment, on est partout. On est partout. J'ai pas pris de communiqué, mais cette semaine, il y a des nouvelles radios qui nous ont rejoints sur le DAB+. Promis, je vous les donne demain. Voilà. Et alors, autre question, vous n'avez jamais eu envie d'incarner une héroïne de série? On vous a proposé ou pas des séries? Alors, on m'en a proposé, mais c'était plus des participations, ça me déprimait, on va dire. Ouais. Et là, oui, je suis sur un projet de série qui est en train de se développer. Ouais. Un policier ou plutôt drôle, pas un policier, plutôt comique? Un truc un peu atypique. Non, policier, je pense pas que ça me plaît. On me l'a proposé, meurtre, machin, mais je me sens pas. J'ai pas l'impression que je serais crédible là-dedans. Mais un récurrent, voilà. Récurrent ou pas? Une série, oui, je serais l'héroïne d'une série, peut-être. Génial. Non, mais c'est en préparation, c'est un projet. Mais oui, ça l'idée me plaît. Parce qu'effectivement, on voit beaucoup d'artistes. Non, je suis pas fermée à l'idée, mais encore une fois, j'essaie d'écouter mon intuition et j'ai des fois refusé des trucs quand je sens pas, ça me plaît pas. Enfin, je sais pas. J'essaie il faut que ça trouve un écho en moi et parce que le problème aussi, c'est que je m'éclate tellement sur scène parce qu'on me propose par exemple très souvent des pièces de théâtre, mais en fait, non, ça m'ennuie parce que, je veux dire, sur scène, là, je fais 10 personnages, 15 personnages différents, donc je m'éclate, 15 situations, et de jouer un seul personnage pendant 1h30 avec les mêmes comédiens tous les soirs, je suis pas sûre, quoi. Est-ce que 37 ans après, vous avez la carte? Est-ce que vous êtes bankable ou il y a toujours une partie du métier qui se pince le nez? Tout ça, est-ce que c'est des vrais problèmes? Je sais pas. Franchement. À un moment, ça vous a blessé quand même. Bien sûr, mais c'est normal quand on veut réussir et autres et que. Mais je pense que quand même, à un moment, la longévité. Vous n'avez pas chanté dans Les Enfoirés? Il vaut mieux pas. Parce que je chante vraiment comme une patate. C'est vraiment un domaine, je suis très sous-douée. C'est le chant et la danse. La danse, je suis dyslexique. Si. C'est pas vous qui chantez dans Mask Singer? Si. C'est moi. Ah oui, non, mais le mec, il a été très patient. C'est-à-dire, c'est l'ingénieur du son de Goldman. J'ai cru que c'était pas vous de voix, du coup. C'était moi. Peur. Mais je veux dire, c'était 3 heures en studio, donc phrase par phrase. En effet, phrase par phrase, je peux chanter juste, mais je peux pas chanter une chanson en entier. Non, je suis sous-douée en chant. Et Danse avec les stars, non? On me l'a proposé plein de fois, mais non, je vais pas me ridiculiser. Alors là, je suis tellement consciente de mon niveau 0, et puis je vais me faire une élongation dès la première semaine. Non. C'était drôle. D'ailleurs, une fois, je devais faire un truc avec Maxime de Remetz pour un gala des artistes, on répète et je me dis finalement je suis pas si nulle parce que c'est lui qui me faisait danser, donc je me dis j'ai un potentiel finalement, et à un moment le mec me soulève, d'accord, et non, il tombe pas, mais il m'avait pas prévenu et j'ai entendu un grand craquement et en fait donc j'ai dû déclarer forfait. Et donc je suis pas douée vraiment. Vous n'êtes pas vraiment douée pour la danse. On va vous retrouver donc alors juste pour préciser, c'est à Avranches en DAB+ que nous sommes. C'est à 2 pas du Mont-Saint-Michel, dans un magnifique territoire entre mer et bocage. Donc voilà, c'est ce qui est écrit sur notre communiqué.
et effectivement, de plus en plus d'auditeurs, la preuve, nous écoutent en DAB+, avec cette auditrice qui nous écrit depuis Arras. Donc, et puis, vous êtes sur des affiches, Valérie. Oui. Si on se prend en photo avec vous, avec l'affiche. Avec Patrick Roger. Avec Patrick Roger, voilà. Et vous, Gilles, on ne vous met pas sur l'affiche? Non, mais non, il n'y a pas assez de place. Il faudrait des grandes affiches. Allez, Stéphane nous dit en tout cas, vous pouvez envoyer les photos à Sud Radio et gagner des cadeaux. Voilà, ce que j'adore chez Anne, nous dit Stéphane, c'est la sincérité de son regard sur elle-même. Effectivement, pas mal d'autodérision aussi, et puis ce regard sur la société, encore une fois. Allez-y, allez voir le spectacle si elle passe dans votre ville. L'expérience de la vie est à Paris, Casino de Paris, 30-31 octobre, 1er novembre. Il reste quelques places, mais je vous le garantis sur facture, vous ne pouvez que rire à ce spectacle. Merci Anne Roumanoff d'être venue ce matin en direct sur Sud Radio. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.